Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue pour un tuto gratuit. Toujours sur le thème des alternatives à Lightroom et Camera Raw. Je suis tombé complètement par hasard et à ma grande surprise sur un logiciel édité par apparemment une entreprise japonaise, en tout cas vu le site, et qui s'appelle SilkyPix Developer Studio Pro. Le nom est un peu bizarre, mais bon, ça n'enlève rien à l'intérêt du logiciel. Donc c'était un dérotiseur, donc un interpréteur de fichiers négatifs numériques. Alors, à chaque fois que je fais ce genre de vidéos, j'essaie de les positionner entre eux, en fait, de dire c'est plutôt du Camera Raw, c'est plutôt du Lightroom, c'est plutôt pour les amateurs, plutôt pour les experts. Bon. Donc là, on est sur un dérotiseur pur, il n'y a pas de fonction de trucage comme par exemple dans ON1. C'est pas spécialement marketé pour être... je dis pas qu'il est difficile à appréhender, mais bon, c'est pas Luminar par exemple qui en quelques clics vous permet de faire des photos avec des presets, avec des trucs super jolis, très simples. Donc voilà, c'est plutôt vendu comme un truc assez puissant et pour les gens qui ont besoin d'aller dans le détail, quoi. Alors, c'est disponible pour Windows et pour macOS. J'essaye toujours de parler de logiciels qui sont compatibles sur les deux. À chaque fois je vous le dis, mais je fais pas de guéguerre entre les deux, j'utilise les deux moi-même, donc voilà. Ça m'est arrivé de faire une vidéo, je crois que une des dernières vidéos c'était sur un logiciel qui n'était que pour Mac. Mais bon, au moins là c'est disponible pour les deux. Vous voyez les prix en yens, donc c'est pas, ça peut peut-être rebuter, mais vous avez une page tout en anglais qui vous explique et qui vous donne le taux de change. Donc à l'heure d'aujourd'hui, 1er février 2019, on a 124 € pour le logiciel, donc ça veut dire que on est tout de suite sur le prix, un prix plus cher que Luminar par exemple, mais bon, vu le positionnement, c'est pas un drame. Sensiblement au même niveau que ce qu'on a chez ON1, et ça fait le prix en gros de un peu moins d'un an d'abonnement de Creative Cloud, parce que bon, on fait toujours forcément la comparaison maintenant avec le Creative Cloud, donc c'est pas donné, mais c'est pas très cher non plus, et par rapport à ce qu'il prétend vouloir faire, c'est-à-dire vraiment une dérotisation, un dématrissage propre et avancé, c'est vraiment pas scandaleux. En gros, le public qui est visé, c'est un public qui peut vivre de la photo, en fait. C'est ça le truc qu'il faut voir, c'est pas vraiment viser les amateurs, ça vise aussi les professionnels. Donc 124 €, à moins que le yen explose dans les jours à venir, voilà, je sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais c'est tout à fait raisonnable. Maintenant, si vous cherchez un truc orienté budget et facile d'emploi, c'est peut-être du coup pas pour vous. Alors au niveau de l'interface, voilà à quoi ça ressemble, on va quand même regarder un peu. Encore une fois, c'est une découverte, donc je fais pas une formation complète. Bon, c'est une interface assez classique, évidemment, la preview au milieu, à gauche, parcourir ses images. Il n'y a pas de catalogueur, c'est juste un navigateur. Ça permet juste de parcourir son disque dur et de choisir les photos qu'on veut développer. Et à droite, on a différents panneaux avec les différents modules et on va pouvoir intervenir directement en développement dessus. Donc c'est pas fait pour trier, c'est juste fait pour développer les photos. Ça ressemble un tout petit peu dans cette approche à DxO par exemple aussi, qui va juste vous permettre de trier, enfin en tout cas de regarder les images rapidement et ensuite de les envoyer à développement. Mais même là, je crois qu'il y a vraiment beaucoup moins en fait de choses pour trier. C'est vraiment juste un explorateur, hein, c'est assez basique. Donc il y a différentes vues, vous pouvez faire de la mosaïque, vous pouvez faire la pellicule en bas. On a évidemment un mode preview pour avoir que ça. On a un mode plein écran pour avoir une image en plein écran. Je vais être honnête avec vous, je n'ai plus de deuxième écran, je travaille maintenant que sur un portable. Si vous me suivez depuis longtemps, vous devez vous dire que j'arrête pas de changer de style de setup, de travail, et c'est vrai. Mes besoins évoluent en fonction de mes projets, donc des fois j'ai deux écrans, des fois j'en ai qu'un, des fois j'ai un iMac, des fois j'ai un PC, des fois j'ai un portable Mac, des fois un PC, bref, ça change beaucoup, mais tout ça pour dire que je sais pas vraiment comment ils gèrent le multi-écran. Par exemple Lightroom, il y a un mode qui est très pratique évidemment, c'est qu'on peut parcourir les images et on a juste l'aperçu de l'image sélectionnée sur le deuxième écran. Je saurais pas vous dire malheureusement comment ça se passe avec Silky. Une fois qu'on a choisi une image, alors on va évidemment parler du développement, donc vous avez bien entendu là-haut un histogramme sur lequel on peut agir avec un outil niveau, et en fait les boutons qui sont là, vous voyez, ils sont accessibles et ils sont cliquables, ces trucs là, on a l'impression que c'est juste un panneau avec des presets ici, mais en réalité quand on clique, on développe le panneau en bas. Ça ressemble un peu à Camera Raw avec les onglets, sauf que c'est disposé différemment. Et on a ensuite d'autres modules qui sont présents ici, avec différents trucs qu'on peut faire sur l'image. Donc par exemple, dès le début, vous avez un truc assez global qui vous permet de créer ce qu'on appelle des chambres, room en anglais, et de pouvoir enregistrer en fait différentes versions de votre image pour pouvoir comparer facilement en quelques clics, donc ça c'est assez pratique. Évidemment ensuite un module dédié à l'exposition, donc par exemple ici on va quand même faire un petit truc, on va diminuer les highlights, vous voyez, pour retrouver des hautes lumières, donc c'est plutôt efficace. On va baisser peut-être encore un tout petit peu l'exposition et déboucher un petit peu les ombres.
Voilà, donc vous voyez que c'est quand même maintenant beaucoup mieux exposé. Au niveau du zoom, regardez par exemple au niveau de l'interface, surtout en fait ce qui m'intéresse c'est que c'est pas là c'est pas le logiciel de capture d'écran qui lag un petit peu, c'est vraiment le soft. Vous voyez que c'est pas hyper méga fluide quand on se déplace. Pourtant j'enregistre avec une machine assez récente, donc c'est un MacBook Pro un MacBook Pro avec 16 Go de RAM, Hexacore, donc typiquement sur cette machine On1, Luminar et DxO vont super vite quoi, ça marche vraiment très très bien. Donc je dis pas que ça marche pas, mais c'est juste que c'est pas le truc le plus fluide du monde. C'est peut-être ma plus grosse critique pour le temps que j'ai passé dessus. Même quand on clique dans l'interface et tout, quand on clique sur les trucs, quand on va sur les glissières, quand on fait des actions sur l'image, c'est pas, ça se répercute pas au millisecondes près quoi. Or bon, moi je suis un peu fasciste là-dessus, sur une machine assez haut de gamme, j'aimerais bien quand même que ça marche bien quoi, enfin que ce soit hyper réactif quoi. Donc ensuite, une fois qu'on a fait les trucs principaux, les modules principaux, donc on a aussi évidemment la netteté, la réduction du bruit qui est assez efficace. Donc par exemple, ici, alors je vais zoomer, tac, et on va regarder un endroit où il y avait des ombres, c'est-à-dire un endroit où on a débouché les ombres. Vous voyez qu'il y a du bruit forcément qui est apparu. Donc on va pouvoir, ici, réduire un tout petit peu le bruit. On va envoyer ici un petit peu de color distorsion parce que je me rends compte, regardez l'aberration chromatique sur le bord du talon ici. Il y a quand même pas mal d'aberrations chromatiques. Quand on va vers la droite, hop, ça uniformise pas mal. Donc ça marche plutôt bien. On peut aller sur un réglage différent. Quand on a une aberration chromatique, j'allais dire, c'est pas ça, c'est du bruit. Quand on a un bruit qui est un peu fort dans les basses lumières, on peut lui dire, tu sais quoi, tu peux peut-être envoyer un peu plus la purée pour aller débloquer un débruitage un petit peu plus fort quoi. Donc finalement, le noise reduction est pas mal. Il y a d'autres modules ensuite qui permettent de faire des choses un peu plus spécifiques. Il y a un truc sur les photos sous-marines, bon, c'est clairement pas ce que je vais utiliser tout le temps. Il y a évidemment un module noir et blanc, donc les modules qui s'activent ici vont s'afficher sous forme de panneaux flottants comme ça, et vous voyez qu'on a l'intégralité de la roue chromatique sur le module noir et blanc, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On a des effets aussi avec un portrait beautification. Donc par exemple si je prends une photo de portrait et que je dézoome, hop, on va pouvoir en quelques clics, même si c'est pas vraiment orienté débutant, on va pouvoir lui dire de faire des effets dessus quoi. On va se mettre en large et on va vraiment pousser et il va en fait faire un lissage sur le portrait. On peut ajouter du bruit, donc hop, si je me mets ici, hop, vous voyez qu'on peut bruiter une image qui, bon, c'est peut-être si vous voulez donner un cachet argentique, mais moi je préfère faire le bruit dans Photoshop. Moi je trouve que ça fait très noise, donc là-dessus je suis pas ultra fan. On a évidemment un module pour faire de la correction de défauts. Donc par exemple ici sur la peau, je vais pouvoir, voyez, faire, hop, enlever les toutes petites taches, les tout petits défauts avec un tampon. On a d'autres moyens de travailler là-dessus. On a une gomme pour revenir au truc précédent. On peut changer la taille. On va pouvoir mettre en avant les zones qui ont été corrigées. Donc voilà, il y a vraiment plein de trucs pour travailler sur les détails sans passer par un logiciel de trucage. Bon, ça correspond au correcteur de Lightroom, mais il ne faut pas non plus, voilà, ça n'a pas inventé l'eau tiède quoi. Il y a ensuite des outils qui sont un peu plus spéciaux. Donc comme je vous l'ai dit, il y a le de-haze, donc pour enlever le voile. Il y a évidemment un outil de recadrage. Il y a un outil qui permet de faire un effet, une correction sur une zone en particulier. Donc par exemple, ici on peut prendre le masque, et ce sera un masque, ici vous le voyez, circulaire. Donc par exemple, tac, on va se mettre ici, vous voyez le masque s'afficher, et là-dessus on va pouvoir faire différents réglages. Donc par exemple ici il y a de la saturation, de la désaturation, il y a une exposition en l'occurrence là-dessus qui s'est faite accessoirement. Donc vous avez quand même quelques outils de retouche locale. Je trouve pas ça hyper bien foutu, vous voyez qu'à manipuler c'est un petit peu bizarre. J'aurais préféré un outil où on peut vraiment dessiner comme dans tous les autres logiciels accessoirement. Donc ça a le mérite d'être là, mais vous voyez que l'interface, au final, il y a des choses qui partent un tout petit peu dans tous les sens, à savoir la façon dont c'est présenté. Un coup c'est un module qui s'ancre vers le bas, un coup c'est une palette flottante, un coup c'est ici carrément une fenêtre qui s'ouvre. C'est un petit peu disparate, ça manque d'unité. C'est définitivement pas la plus belle interface qu'on ait jamais vue, en plus. Ça fait très... Bon voilà, par exemple sur Mac par rapport au reste du Mac, c'est quand même un petit peu différent, enfin ça jure un petit peu, ça fait très logiciel, plus Windows que Mac, mais bon, voilà, c'est pas aussi léché qu'un Luminar ou un DxO qui ont des interfaces qui sont vraiment très très belles, très propres, très clean.
Là, on a vraiment l'impression de mettre les mains dans le cambouis, quoi. Donc, il y en a que ça va rebuter. Moi, ça me rebute pas trop, mais ce que je reproche par contre, c'est vraiment plutôt voilà, plutôt la latence quand on travaille. Quelques petites remarques quand même. On peut faire, on a un système de profilage où on peut régler en fait dans les préférences le système de profilage qu'on veut utiliser pour voir l'image dans un profil différent. J'ai eu quelques problèmes avec certaines DNG, par exemple ici j'ai deux DNG qui ont été convertis avec Camera Raw, enfin avec Adobe DNG Converter, donc faites gaffe si vous avez converti toute votre bibliothèque avec DNG Converter, téléchargez la démo avant parce que moi par exemple ces deux fichiers, on voit la vignette ici, mais l'image ne se charge pas. Pourtant ces fichiers n'ont absolument rien de spécial, hein, c'est juste des DNG qui ont été convertis à partir d'un Canon 6D, donc il n'y a vraiment pas de quoi, y a vraiment pas de quoi casser trois pattes à un canard. Donc je sais pas pourquoi il marche pas, j'ai pas eu le temps de vraiment me renseigner, mais j'ai envie de me dire, bon, je devrais pas avoir à me renseigner sur pourquoi des DNG de 6D, qui est un appareil qui est pas très récent, ne marche pas. On peut copier-coller les paramètres, je crois que je vous l'ai déjà dit, on peut faire du batch process, c'est-à-dire qu'on va pouvoir... alors quand il dit développe ici ça veut dire en fait exporter l'image avec les développements actuels et on va pouvoir sélectionner plusieurs images et les développer et les sortir dans le fichier de votre choix et vous pouvez faire au passage déjà par exemple balancer un petit unsharp mask, c'est-à-dire faire une couche de netteté. On peut mettre un texte par dessus pour les signer par exemple, donc il y a quand même un peu de batch process qui permet de faire du traitement par lot et donc pour ceux qui ont beaucoup d'images à corriger d'un coup c'est possible, et donc c'est bien de savoir que c'est là. Vous voyez que ça donne un logiciel qui est quand même, bon, c'est assez complet, je trouve ça un poil bordélique, c'est pas très cher mais c'est pas non plus donné 125 €. Donc je sais pas je sais pas vraiment quoi vous conseiller ni à qui le conseiller parce qu'encore une fois je sais pas à qui forcément je m'adresse. Sur mon audience YouTube vous êtes très nombreux à avoir des activités différentes et des attentes différentes envers les logiciels, donc c'est pour ça que je fais toujours... des vidéos assez générales et ça va être à vous finalement de vous faire votre opinion. C'est pas foncièrement un mauvais logiciel, mais ça manque de polish je trouve, et s'il était 80 € plutôt que 120, je vous dirais ouais, on peut faire vraiment plein de trucs et pour 80 balles franchement ça vaut le coup. C'est pas de l'abonnement donc c'est 80 € et vous le gardez et vous avez les mises à jour mineures, mais jusqu'à la prochaine, jusqu'à la version 10 vous avez un truc qui marche super bien, vous n'aurez pas à le racheter tous les ans ou à payer un abonnement, donc ouais ça vaut le coup. À 125, et ça commence à rentrer en concurrence avec des logiciels que je trouve un peu mieux finis. Donc du coup la question se pose, si l'interface était un peu mieux finie, un peu plus réactive, si c'était un petit peu moins bordélique ici, peut-être qu'à 125 € déjà je vous dirais ok allez-y les yeux fermés. Donc là je vous dis pas d'y aller les yeux fermés, je vous dis soyez curieux, ça a l'air pas mal, je trouve ça pas mal, mais c'est pas nickel chrome. Il y a quand même des modules, vous avez vu, qui sont plutôt bien vus, qui sont assez bien foutus, même s'ils sont pas donc selon moi très très bien présentés, mais ils ont le mérite quand même d'être efficaces et d'être là, donc peut-être que pour votre flux de travail et votre style de retouche, c'est un logiciel qui va vous convenir. Donc si vous cherchez un logiciel qui n'est pas à l'abonnement, pour remplacer Camera Raw ou Lightroom, alors pas Lightroom parce que l'aspect trim, mais on va dire plutôt un dématrisseur, un dérotiseur, une alternative à Camera Raw, donc sans avoir d'abonnement, ça peut valoir le coup de s'intéresser à ce logiciel que j'ai découvert vraiment complètement par hasard. Je suis tombé sur un site qui parlait de ce truc et je me suis dit bah tiens je vais essayer parce que vraiment je suis complètement passé à côté, hein. Donc en termes de SEO, de pub, etc. je pense qu'ils ont quelques efforts à faire. Peut-être que s'il faut c'est un truc qui est super utilisé au Japon et que nous on passe complètement à côté, mais bon ils ont un site en anglais avec toutes les informations, on peut l'acheter avec une conversion de devise, donc disponible PC et Mac, donc ma foi ça vaut peut-être le coup de s'y intéresser. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette découverte de Silky Pix Developer Studio Pro. Je vous invite à l'essayer si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des interrogations sur ce logiciel. Je ne le connais pas par cœur, j'ai pas fait de formation dessus intégralement. J'ai passé du temps à développer quelques images, mais voilà, je ne suis pas érudit sur la chose parce que je m'intéresse déjà à beaucoup de logiciels, donc j'essaye de les découvrir et de vous les présenter avec l'œil de quelqu'un qui connaît les principaux logiciels, mais je suis absolument pas expert en Silky Pix Developer Studio Pro, mais bon, si jamais je peux vous aider, posez-moi quand même les questions dans les commentaires, et j'essaierai d'y répondre au plus vite. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, ciao ciao.